On va mettre les choses au clair tout de suite. J'ai adoré ce film, même si j'ai 2 ou 3 bricoles à lui reprocher. Et pour info, je l'ai vu en avant-première, en VF et en 3D. Je le dis parce que ça peut changer pas mal de trucs. Bon après, vous en avez peut-être rien à battre. Les Crimes de Grindelwald est la suite des Animaux Fantastiques, le préquel de Harry Potter. On y suit les aventures de Norbert Dragono et de ses créatures qui vivent à l'intérieur d'une valise magique. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait cette critique à chaud, mais quelques jours après avoir vu le film, et j'en ai profité pour lire les avis. Et mon Dieu que c'est mitigé. D'une part, on a ceux qui ont adoré le film, au point de dire que c'est le meilleur film de la saga Harry Potter, et de l'autre côté, on a ceux qui ont détesté, au point de dire que le film est complètement raté. Et mon but n'est pas du tout de vous faire aller dans un camp ou dans un autre, parce que je pense qu'il y a un juste milieu. Alors pourquoi les gens disent que c'est de la merde ? Pour la réalisation, pour le scénario, pour les acteurs, pour le rythme, il y a 1001 raisons de trouver qu'un film n'est pas bon. Et moi je pense que beaucoup de ces personnes avaient des attentes qui n'ont pas été comblées. Du moins pas encore, parce qu'il me semble qu'il y a 5 films au total de prévus. Donc on a parfois l'impression que le film est là juste pour faire une transition, mais c'est peut-être le but. J.K. Rowling installe sûrement ses personnages et son histoire au fur et à mesure pour après passer aux choses sérieuses, tout simplement. Et c'est pas nouveau venant de sa part. On peut pas dire que dans la saga Harry Potter, tout est dévoilé dès le début, au contraire. L'histoire s'installe petit à petit pour prendre forme et dévoiler tous ses secrets à la fin. Alors oui, vous avez le droit d'être frustré parce que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Mais c'est pas pour autant que c'est de la merde. La meilleure solution pour ne pas être déçu d'une œuvre, c'est de ne rien en attendre. J'ai vu pas mal de personnes critiquer en disant que c'était que du fanservice et que le film ne servait à rien. Alors oui, c'est en partie vrai, il y a du fanservice dans le film, mais pas que. On retient les clins d'œil et les références à Harry Potter parce qu'on a vu les films et ou lu les livres et que forcément on les remarque. Mais je trouve pas que ces références soient mises là juste pour ravir les fans. Elles ont une utilité et une importance dans le scénario. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a jamais lu les livres ou vu les films Harry Potter peut parfaitement comprendre les 2 films Les Animaux Fantastiques. Et pourquoi ? Parce que c'est bien foutu. Nous, on le sait que Alohomora, c'est pour ouvrir les serrures des portes. Donc concrètement, si on avait un gros plan sur un personnage qui prononce Alohomora sans voir ni entendre la porte s'ouvrir, on saurait quand même ce qu'il fait. Mais dans ce film, on voit la porte s'ouvrir quand un personnage prononce Alohomora. Évidemment, il y en a qui se disent que c'est du fanservice, qu'on retrouve les mêmes sorts que dans la saga Harry Potter, mais ce n'est peut-être pas que pour faire plaisir aux fans. Pareil pour le sort Petrificus Totalus. Le sort est bien utilisé et il n'est pas là que pour dire « Eh, vous vous rappelez, c'est le sort que Harry jette à Neville dans le premier film !» Et puis quand bien même l'histoire se passe dans l'univers Harry Potter, donc c'est normal qu'on reconnaisse des choses. Et si c'était pas le cas, eh ben on gueulerait parce que rien ne ressemble à Harry Potter. Tiens, tant qu'on parle du scénario, je voudrais qu'on m'explique en quoi ce scénario est vide. Parce qu'on peut dire qu'il est complexe, qu'il part dans tous les sens, qu'il est incomplet à la limite, mais je ne vois pas en quoi il est vide. C'est justement un des petits reproches que j'ai à lui faire. On a du mal des fois à saisir les aspects de l'histoire tellement le scénario est dispersé. L'histoire est formée de plusieurs intrigues qu'on a du mal à suivre, ou du moins qu'on a du mal à toutes suivre. Et sérieusement, n'allez pas pisser pendant la séance, hein, retenez-vous. Parce que quand vous allez revenir, vous comprendrez plus rien à l'histoire tellement il se passe de trucs. D'ailleurs, le rythme est franchement bon. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait des creux ou des plans inutiles ou ce genre de choses qui peuvent gâcher un film. On a des acteurs qui jouent très bien et qui sont vraiment très bien choisis. Parce que ça aussi, c'est très important le casting et c'est totalement indépendant du jeu des acteurs. On peut avoir un acteur qui joue parfaitement bien mais qui ne colle pas au rôle qu'on lui a donné. Maintenant, venez me dire que Eddie Redmayne incarne mal Norbert Dragono ou que Catherine Waterston joue mal le rôle de Tina. Pareil pour Johnny Depp, il est tellement bon en Grindelwald. Et que dire de Queenie, de Jacob, de Croyance et de tous les autres. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai quand même des petits reproches à lui faire à ce film. Notamment le fait que tout ce qui se passe à Paris soit tourné en studio. Mais sérieux, même Eric et Ramsey, ils avaient réussi à faire bloquer tout un quartier de Paris pour leur film Seul Tout. Alors pourquoi pas vous les gars ? En plus, franchement, on le sent bien que c'est de la reconstitution. Hein. Les décors sont beaux, voire même magnifiques. Mais le côté Paris, je te fous un plan sur la Tour Eiffel pour qu'on te montre bien là où on n'est pas. Ouais, hein.
Alors par contre, on peut saluer l'absence de clichés parisiens parce qu'un truc qui m'agace, c'est que dans tous les films, on représente le Parisien avec le béret, la baguette de pain sous le bras et allez hop hop hop. Alors, à moins que je les ai pas vus, mais en tout cas dans ce film, il n'y en a pas. Donc, merci. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question de pourquoi on mentionne l'Europe en 1920, on parle là du continent européen et pas de l'Union européenne, parce que le continent européen, on en parle depuis des siècles et des siècles. Et effectivement, si on aurait parlé là de l'Union européenne, ça aurait fait un putain d'anachronisme. À moins d'avoir un retourneur de temps, mais bon, alors là on part dans des délires. Un autre truc que je trouve dommage, c'est l'abus de transplanage. Vous avez vu, ça rime. Alors oui, je sais, moi aussi j'en abuserais si ça existait en vrai parce que c'est hyper pratique, mais là j'ai l'impression que c'est devenu un Deus Ex Machina à force quoi. Faut qu'on aille rapidement là-bas, schlag, transplanage, on doit se cacher, schlag, transplanage. C'est même pas vraiment qu'il y en a trop, c'est qu'on nous le montre trop en fait. C'est des sorciers, hein, on se doute bien qu'ils vont pas y aller en Dacia Logan. Donc est-ce qu'on est vraiment obligé de le voir à chaque fois ? C'est les rares points négatifs que j'ai trouvés à ce film. La lumière est magnifique, la photographie est parfaite, les costumes, les accessoires, même l'humour est bien dosé. Même les effets spéciaux sont géniaux. Personnellement, moi j'adore l'effet de fumée là avec l'obscurus. Je trouve que ça donne un côté encore plus mystérieux à la chose. Je vous ai dit que je l'avais vu en 3D et franchement je suis pas déçue. Bon, en même temps, j'avais pas trop le choix, donc bon, voilà. Mais je pense qu'il y a des effets spéciaux qui ont été pensés uniquement pour la 3D. Par exemple, quand il y a des explosions et qu'on a des débris qui volent un petit peu partout, ça, je pense qu'en 2D, ça doit faire un peu fade. Je vous donne les notes que je lui ai attribuées et après, on passe en mode spoiler. Je suis tellement contente qu'ils aient réintroduit Jacob, même si le mode oh bah le sort oubliette il a pas marché, ça enlève que les mauvais souvenirs et moi j'en avais pas. Je trouve ça un petit peu facile, mais j'étais tellement triste à la fin du 1 en me disant bah il se souviendra plus de rien, ni de Queenie, ni de Norbert, ni de plus personne. Pareil pour Nagini, non pas le fait que de pas savoir qui était ce gros serpent que Voldemort affectionnait tant m'empêchait de dormir, mais je trouve que c'est bien amené avec le Maledictus. Et je trouve que c'est bien de nous avoir montré qui elle était réellement. Et tant qu'on est dans les bébêtes, j'avais peur que dans cet opus, on nous montre des animaux partout, en veux-tu, en voilà, juste pour respecter le titre du film, enfin, une partie du titre du film. Et à contrario, je me disais que vu la taille des mots les animaux fantastiques dans le titre, on allait perdre complètement de vue l'objectif principal, c'est-à-dire de mettre des animaux un peu chelous et très attachants, mais en fait non. Rowling a réussi à combiner l'histoire de Grindelwald avec celle des animaux, et c'est peut-être ça qui fait des fois un peu fouillis dans le film. Mais en tout cas, les animaux interviennent quand il faut et autant de temps qu'il faut. Alors, ça fait aussi un petit peu Deus Ex Machina de temps en temps, mais faut pas oublier que sans ça, le film s'appellerait simplement Les Crimes de Grindelwald. Je vais pas épiloguer sur le dénouement final parce que déjà ça m'a donné mal au crâne et que j'ai pas encore tout bien saisi. Je pense que j'aurai besoin d'un deuxième visionnage, mais en tout cas sachez que j'attends la suite avec impatience. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me soutenir en t'abonnant à la chaîne et tu peux aussi aller voir mes autres vidéos qui se trouvent quelque part par ici.